Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. L'opération Paperclip repose sur un principe simple. Alors, rapidement, pourquoi Paperclip ? C'est tout simplement parce que des dossiers de personnes ont été mis de côté avec leurs fiches, etc. Sur ces fiches, on y mettait donc des fameux trombones. C'est l'opération Paperclip. Voilà. Donc, elle repose sur un principe simple. Identifier les scientifiques allemands les plus précieux, effacer leur passé nazi pour les rendre présentables aux yeux du public américain, et les exfiltrer discrètement vers les États-Unis et les intégrer dans des programmes militaires et scientifiques. Mais voilà, ce programme soulève quand même un problème moral, vous le comprenez. De nombreux officiers américains s'opposent à cette politique, notamment le département de la justice. Un rapport de 1947, rédigé par la division des crimes de guerre, qualifie ces scientifiques de, je cite, « criminels de guerre indéfendables ». Alors, vous allez me dire, mais comment les Américains contournent-ils le problème ? Eh bien, le fameux JIOA, le Joint Intelligence Objectives Agency, falsifie les dossiers. Les liens avec le nazisme sont supprimés, les crimes de guerre effacés. Je vais y revenir, certains scientifiques comme Otto Ambros sont même condamnés à Nuremberg avant d'être graciés et recrutés ensuite par les États-Unis. En tout, et il n'est pas le seul, en tout, plus de 1600 scientifiques allemands seront exfiltrés aux États-Unis entre 1945 et 1959. Parmi eux, Wernher von Braun, donc le père des fusées V2, futur architecte du programme Apollo, Otto Ambros, ancien cadre d'IG Farben et expert en armes chimiques, et Walter Schreiber, chirurgien en chef de l'armée nazie, recruté pour travailler sur les armes biologiques américaines. L'opération Paperclip ne se contente donc pas de sauver des scientifiques nazis, elle va carrément façonner le futur de l'Amérique. Alors qui étaient ces hommes ? Comment ont-ils été exfiltrés ? Et surtout, comment les États-Unis ont-ils justifié l'impensable ? Recruter encore une fois des criminels de guerre pour construire l'avenir de leur pays. On va maintenant découvrir l'histoire cachée rapidement, de ces savants nazis devenus américains dont chacun pourrait presque mériter une émission, tellement leur vie est incroyable, dans tous les sens du terme. Je reviens en 1945. Le Troisième Reich s'effondre, tandis que le monde célèbre la fin de la guerre. Dans les coulisses, donc, l'opération secrète se met en place. Son objectif, encore une fois, récupérer les cerveaux de la machine de guerre nazie, quitte à fermer les yeux sur leurs crimes. L'opération Paperclip va permettre à des ingénieurs, des médecins, des chimistes du Reich d'intégrer les plus hautes sphères scientifiques américaines. Mais à quel prix ? L'opération Paperclip ne se résume pas, encore une fois, à un simple transfert de compétences. Il faut bien voir ça. C'est une entreprise massive de blanchiment, je crois que le mot est juste, de blanchiment de criminels de guerre. Des centaines, des milliers de nazis vont voir leur passé réécrit, leur dossier nettoyé, leurs crimes carrément effacés. Et bien dans cette partie, on va voir maintenant qui étaient ces hommes, comment ont-ils été exfiltrés et surtout comment les États-Unis ont méthodiquement effacé leur passé nazi pour les rendre présentables. Et commençons par le plus célèbre d'entre eux, Wernher von Braun. Si vraiment il y a un homme qui incarne Paperclip, c'est bien lui. Dans les années 30, von Braun travaille sur les fusées balistiques avec une ambition claire dès le départ. Lui, il veut conquérir l'espace et doter l'Allemagne d'une arme révolutionnaire. N'oublions pas ça. Sous sa direction, la base de Peenemünde développe la fusée V2. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Il utilise en 1944-45 donc cette fusée pour bombarder Londres, pour bombarder Anvers, mais également Paris. Et ces attaques font des milliers de morts civiles. Mais la fusée V2 n'a pas seulement été meurtrière par son usage. Elle a été construite dans des conditions totalement inhumaines. En 1943, après un bombardement allié, donc l'usine de Peenemünde est largement, quasiment détruite, totalement détruite. La production donc est déplacée sous terre dans une usine qui est de Mittelwerk et à côté du camp de Dora. On est en Thuringe. Les ouvriers sont des prisonniers des camps de concentration.
très simplement. On estime que 20 000 déportés sont morts à Dora à cause des conditions effroyables de leur travail, en plus de la faim, des maladies et des exécutions sommaires. Et on a les preuves photographiques et les écrits. Von Braun visite le site à plusieurs reprises et il rencontre les officiers SS en charge des prisonniers. Il est ensuite exfiltré aux États-Unis. Il faut savoir en avril 1945, il s'est rendu avec son équipe aux Américains pour éviter d'être capturé par les Soviétiques, mais son passé nazi, encore une fois, pose problème. Alors, les États-Unis vont le blanchir. Les dossiers militaires indiquant son grade de SS Sturmbannführer, l'équivalent de commandant, sont expurgés. Les liens avec l'usine Mittelwerk et les camps sont effacés. Von Braun est présenté comme un scientifique apolitique, forcé en fait de coopérer avec les nazis sous la menace. Il affirme ne jamais avoir voulu utiliser la V2 comme une arme, mais uniquement pour l'exploration spatiale. Et quand vous regardez ses interviews aux États-Unis, c'est très exactement le storytelling qu'il avance. En 1950, quand il devient le chef du programme spatial américain, aucun média ne mentionne son passé nazi. Résultat, il devient citoyen américain en 1955. En 1960, il est nommé directeur du Marshall Space Flight Center de la NASA. En 1969, il est l'un des architectes carrément de la mission Apollo 11. Vous avez compris, un ancien SS est devenu l'un des héros du programme spatial américain. Alors c'est vrai que plus tard, les dossiers ressortiront. Mais en attendant, ça s'est plutôt bien passé pour lui. Si Von Braun, lui, construisait des fusées, Otto Ambros, lui, fabriquait du poison. Il était membre du directoire, carrément, d'IG Farben. Il est responsable de la production de gaz neurotoxiques. Il développe le sarin et le taboun, comme je vous ai dit. C'est des armes chimiques redoutables, épouvantables. Il dirige Buna Monowitz, une annexe industrielle d'Auschwitz, où des milliers de prisonniers sont réduits, entre autres, en esclavage. Je ne vous fais pas le dessin, j'en ai suffisamment parlé récemment. Il est jugé à Nuremberg et il a été réhabilité. En 1948, il est donc jugé pour crimes de guerre et esclavage. Il est condamné à 8 ans de prison, mais il n'en purge que 3. Là encore, comment les États-Unis l'ont-ils récupéré ? Il y a eu d'abord du lobbying véritable du côté du Pentagone. En fait, le gouvernement américain a estimé que son expertise en chimie était précieuse pour la guerre froide. Ensuite, pression sur les tribunaux. Son dossier a été réexaminé sous pression, vous avez compris, et il est gracié en 1951. Et ensuite, il devient conseiller du Pentagone en chimie et il travaille sur les armes chimiques américaines, si vous voulez, une intégration extrêmement discrète dans l'establishment américain. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.